il faut le dire, qui ne vous connaissent pas encore. Vous dirigez l'Union populaire républicaine, un parti que vous avez fondé et dont le cœur du projet, c'est la sortie non seulement de la zone euro, mais même de l'Union européenne. La sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est un parti que j'ai créé voici bientôt 10 ans. C'était le jour du 50e anniversaire du traité de Rome. Et nous allons fêter les 10 ans le jour du 60e anniversaire du traité de Rome. Le 25 mars. Voilà. Vous avez d'ailleurs parlé juste avant dans les informations. On a vu qu'il y a un nouveau sommet européen qui vient de se tenir. C'est le énième sommet. Et pour la énième fois, vous voyez qu'il y a encore une fois des blocages parce que 28 États ne sont d'accord sur rien. Et tout ceci mène à une impasse générale. Oui, Rome ne s'est pas faite en un jour non plus, et le traité de Rome non plus. Donc c'est tellement étonnant qu'on en soit là aujourd'hui. C'est vrai, c'est exact. Mais lorsque l'on constate la catastrophe que ça représente pour la France, avec actuellement 1000 personnes qui basculent chaque jour, en dessous du seuil de pauvreté. Chaque jour, il y a un agriculteur qui se suicide. Chaque jour, il y a une usine qui se délocalise. Il est grand temps, je pense, de réfléchir et de mettre tout ça à plat, comme l'ont fait d'ailleurs les Britanniques très sereinement. Vous nous promettez donc un Brexit à la française. Un Frexit, oui, mais de façon sereine. Vous savez, il y a un article, l'article 50 du traité de l'Union européenne, qui permet de sortir de l'Union européenne. Et une fois qu'on sera sorti, nous serons toujours frontaliers de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie. La Grande-Bretagne ne l'a toujours pas activé, cet article 50. Ça montre quand même la difficulté, 9 mois après un référendum, à trouver les moyens d'ouvrir même la négociation. Non, ça c'est votre lecture des choses, ça n'est pas la mienne. Vous savez que moi je connais bien les Britanniques, ce sont des gens malins. Ils adoptent toujours la même stratégie du wait and see. Ils ont attendu pendant 8 mois, 9 mois. Ils ont préparé leurs outils de négociation. Ils ont vu ce qui allait se passer. On avait indiqué que ça allait être la catastrophe, que les investisseurs internationaux allaient s'enfuir, que la livre sterling s'effondrerait, etc. Or, comme on dit en anglais, they have waited and they have seen. Ils ont attendu. Ils ont vu quoi? Mais ils ont vu que tout simplement la livre sterling effectivement a perdu 10%, la croissance a redémarré avec la croissance des exportations, le chômage s'effondre, les investisseurs internationaux se précipitent pour investir au Royaume-Uni et donc tout va très bien. Maintenant, ils sont en position de force pour commencer à négocier. Ils vont lancer dans quelques semaines l'article 50. Les grands dirigeants, ceux qui promettaient le Brexit aux Britanniques, Boris Johnson, Nigel Farage, il a démissionné ensuite de UKIP. Boris Johnson, il a refusé d'occuper le poste de Premier ministre à Downing Street. Il est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères. Qu'allez-vous faire, vous, au lendemain d'un Frexit? Démissionner? Ah non, pourquoi je démissionnerais? Moi, je vais mener à bien le programme pour lequel j'aurais été élu. Je vais faire sortir la France de l'Union européenne et de l'euro, calmement, sereinement. On ne va pas se couper du reste du monde, vous savez. Regardez la Suisse. La Suisse n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN. C'est pourtant un pays qui est très ouvert sur le monde et qui a d'excellents contacts avec ses voisins et qui, de surcroît, reçoit le plus de conférences internationales au monde. Pour vous, en envisageant simplement la sortie de la zone euro et encore par référendum et au terme d'une négociation, Marine Le Pen ne va donc pas assez loin? Madame Le Pen, elle propose de renégocier les traités européens. Elle dit exactement en fait la même chose que ce que disait justement Cameron au Royaume-Uni, qui proposait de renégocier puis d'avoir un référendum. Madame Le Pen propose la même chose que Cameron. Elle propose d'ailleurs la même chose en définitive que M. Dupont-Aignan ou que M. Mélenchon. M. Mélenchon n'est pas encore candidat, il va peut-être l'être. Ils proposent tous de renégocier les traités. Et moi, ce que j'explique, c'est que pour renégocier les traités, il faut avoir l'accord de 28 gouvernements et des 28 peuples. Ça fait 56 accords unanimes. Toute l'histoire récente a montré que c'était impossible de renégocier les traités. Donc quand c'est comme ça, eh bien, on en sort calmement et sereinement. Vous nous dites au passage, vous sortez aussi de l'OTAN. Pourquoi? Parce que l'OTAN n'a plus sa raison d'être dans la mesure où le pacte de Varsovie s'est effondré. C'est pas moi qui le dis, c'est Charles de Gaulle qui le disait, qui disait à Alain Peyrefitte, lorsque le pacte de Varsovie et le communisme se seront effondrés, l'OTAN n'aura plus sa raison d'être. Moi, je ne veux pas que la France soit assujettie à une puissance étrangère, les États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, je me permets d'insister sur un aspect très important des choses. C'est que nous ne sommes pas là pour les élections législatives, nous sommes pour l'élection présidentielle. Et le président de la République en France, son pouvoir est fixé par l'article 5 de la Constitution. Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Alors moi, j'aimerais savoir comment les autres candidats interprètent ceci. On ne peut pas assurer l'indépendance nationale, c'est-à-dire la démocratie, si la France est assujettie à un bloc militaire, un bloc monétaire et un bloc qui fixe. C'était pourtant déjà le cas sous le général de Gaulle. Non, parce que Charles de Gaulle on n'avait pas fait entrer la France dans le commandement militaire intégré. Pas dans le commandement militaire intégré, mais elle était quand même membre. C'est exact. Mais à l'époque, il y avait la menace objective du pacte de Varsovie. Mais maintenant qu'il n'y a plus cette menace objective, la France
doit reprendre sa souveraineté et son indépendance. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que la France, elle doit se tourner vers le monde du 21e. Vers la Russie. On parle souvent de votre proximité avec Vladimir Poutine. On dit que vous l'admirez beaucoup. Et c'est vrai que vous avez souvent des commentaires assez élogieux à son égard. Oui, parce que je considère en effet que la Russie actuellement est en plein renouveau. Mais vous savez, je ne suis pas dans la main de Poutine, ni dans celle de Trump, ni dans celle du président Xi Jinping. Moi, je suis dans la main du peuple français. Moi, je veux que les Français reprennent leur démocratie, reprennent leur indépendance nationale, et pour se rouvrir sur le monde, en particulier vers l'ensemble des pays de la francophonie dont nous sommes en train de nous détacher. Moi, je veux que la France se renoue avec l'ensemble des pays de la francophonie, au Liban, en Syrie, au Maghreb, en Afrique, les liens traditionnels qu'elle avait auparavant et qui sont en train de se distendre puisque nous avons fait le choix de nous placer sous l'Empire américain. On vous taxe souvent d'anti-américanisme. Vous répondez quoi ? Nous avons plus de 50 de nos adhérents qui sont des adhérents qui vivent aux États-Unis depuis des années. Oui. Et moi, je vous ferai remarquer que nous avons aux États-Unis même des gens comme Noam Chomsky, William Cohen, eux-mêmes très critiques des États-Unis, sont beaucoup plus critiques que moi contre leurs propres dirigeants. Vous prétendez, comme Emmanuel Macron, dépasser les clivages gauche-droite. Pourtant, vous, à la différence d'Emmanuel Macron, vous n'êtes pas nouveau en politique. Vous avez fait l'essentiel de votre carrière dans des cabinets ministériels, très souvent à droite d'ailleurs. Vous avez été membre du RPR, de l'UMP et du RPF de Charles Pasqua. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous apportez de plus finalement? En quoi votre candidature est gage de renouveau à côté de celle d'autres qui plaident aussi pour une rupture avec l'Europe comme Nicolas Dupont-Aignan? Alors d'abord, je n'ai pas été membre du RPR. Deuxièmement, effectivement, j'ai fait des cabinets ministériels de droite, entre guillemets. Mais moi, j'ai créé un mouvement politique, c'était il y a 15 ans ou il y a 20 ans. On peut évoluer au cours d'une carrière. C'était il y a 15 ans ou 20 ans. Maintenant, j'ai créé un parti politique qui rassemble effectivement le plus grand nombre possible de Français, de droite, du centre, de gauche, sur un programme qui s'inspire de celui du Conseil national de la résistance de 1944, évidemment remis au goût du jour, mais notamment... Oui, mais Emmanuel Macron dit la même chose et beaucoup finalement s'y reconnaissent. Non, mais attendez, vous savez ce que dit M. Macron? M. Macron va voir des socialistes et il dit « j'ai toujours été socialiste ». Le lendemain, il va voir M. Philippe de Villiers et il dit « je n'ai jamais été socialiste ». M. Macron... Vous dites « moi j'ai toujours été de droite, j'ai été candidat sur les listes Tibéri à Paris ». Pas du tout. Moi j'ai présenté, ça c'était il y a 15 ans, monsieur, j'ai présenté un programme qui est le même que je dis à tout le monde depuis 10 ans. Alors que M. Macron, on ne sait plus, comme l'a dit M. Hamon justement, M. Macron, ça va de Robert Hue jusqu'à Alain Madelin. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va se faire avoir dans l'histoire. Moi, j'aimerais bien avoir un débat avec M. Macron et j'aimerais présenter à M. Macron, d'ailleurs aux téléspectateurs, le rapport des grandes orientations politiques et économiques fixées par la Commission européenne qui nous dit ce que doit être la politique économique et sociale de la France en 2017 et puis on débattra de ça. Mais pourtant, vous dites vous-même, beaucoup de mes électeurs viennent de la gauche. Oui. Donc on peut faire l'union finalement. Oui, mais on ne le fait pas sur l'ambiguïté. Moi, je ne dis pas aux électeurs de gauche, je suis de gauche, et je ne dis pas aux électeurs de droite, je suis de droite. Je dis à tous mes électeurs, nous avons un programme, nous devons nous rassembler à titre provisoire, pour récupérer notre souveraineté, notre indépendance nationale, comme nous a fait obligation l'article 5 de la Constitution. Ce que je disais à l'instant, il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a aucune contradiction. Et on peut peut-être reprocher ce que j'ai dit il y a 15 ans, mais ce que j'ai dit depuis 10 ans, je dis toujours la même chose à tout le monde. Et vous n'avez pas l'impression que votre candidature crée de la dispersion finalement et affaiblit le camp souverainiste qui pourra être porté par Nicolas Dupont-Aignan, qui est assez proche de vos idées, qui est aussi un ancien proche de Charles Pasqua. Mais je ne suis pas souverainiste. Monsieur Dupont-Aignan propose une renégociation des traités. Par ailleurs, Monsieur Dupont-Aignan, sur les questions sociétales, a des positions, il a tout à fait le droit de les avoir, mais qui sont des positions qui sont très connotées d'un point de vue sur l'échiquier politique, qui sont très connotées à droite. Ça n'est pas du tout mon cas. Monsieur Dupont-Aignan s'est fait le chantre du grand remplacement. Ça n'est pas du tout mon cas. Sur des questions de société, comme par exemple le port du voile ou l'affaire du Burkini de l'été dernier, vous avez été choqué par les arrêtés, par exemple? L'affaire du Burkini, j'ai considéré, je ne me suis pas exprimé pendant un mois, parce que j'ai considéré que c'était un sujet de diversion et que le rôle d'un chef d'État, c'est de rassembler les Français au-delà de leurs convictions ethniques, de leurs origines ethniques, de leurs convictions religieuses et de leurs convictions politiques. Regardez Henri IV qui avait rassemblé les Français après les guerres de religion. Moi, je veux que les Français se rassemblent sur le même projet qui est tout simplement la défense de la France. Vous revendiquez 5e partie de France avec 16 000 adhérents. 17 000 adhérents bientôt. 17 000 aujourd'hui. Vous allez les chercher assez loin. Vos vidéos, elles sont mises en ligne, par exemple, sur le site d'Alain Soral, Égalité et Réconciliation. Vous avez des liens avec ce mouvement? Non, je n'ai aucun lien avec Soral, mais nos vidéos sont reprises par de très nombreux internautes, et ça, je n'y peux rien. Mais Monsieur Soral, puisque vous en parlez,
passe son temps à me taper dessus, à appeler à voter pour Madame Le Pen. Et d'ailleurs, puisque, si j'ai bien compris, vous portez attention aux gens qui soutiennent les uns et les autres, je vous signale que M. Henri de Lesquen m'a traité d'ordure cosmopolite il y a quelques jours. Président de Radio Courtoisie, pour ceux qui nous regardent, qui est une radio effectivement très à droite et proche de Jean-Marie Le Pen. Il m'a traité d'ordure cosmopolite et il soutient M. Fillon. Et j'aimerais savoir si, lorsque vous verrez M. Fillon, vous allez lui dire qu'il a des liens avec l'extrême droite. Merci. Pour vous, c'est un gage d'honorabilité, l'insulte donc de Oui, parce que je suis tout sauf d'extrême droite. Merci beaucoup, François Asselineau, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes très officiellement, depuis aujourd'hui, validé par le Conseil constitutionnel, candidat à la présidence de la République. Merci beaucoup. Restez avec nous. On se retrouve pour un nouveau journal tout de suite.